Je voudrais commencer d'abord par remercier Georges pour cette organisation, remercier Édouard Lérisson pour avoir présidé cette séance, et évidemment ne pas oublier nos divinités tutélaires. Ainsi, rendons hommage au vénérable céleste des eaux de la Seine le long du quai Branly, Jacques Chirac, qui a maintenant rejoint la rang des divinités. Oui, je vais vous parler aujourd'hui, donc, on va partir de la littérature. Et je voudrais vous parler d'une figure que j'ai appelée, pour ma présentation, les diagrammes magico-tactiques John, mais qui connaît beaucoup de traductions. Alors au départ, si on prend un dictionnaire banal et courant, on voit que nous avons un terme d'ordre militaire. John, là c'est un copier-coller du dictionnaire Ritchie de la langue chinoise, un ordre de bataille, une disposition des troupes. Enfin non, c'est pas ça. J'ai essayé de. Oui, voilà. Voilà ce que dit le dictionnaire Ritchie. Vous voyez, rangée en ordre, rangée de soldats, soldats rangés en ordre, ordre de bataille, bataillon, armée. Bref, une connotation très nettement militaire et tactique. Et d'ailleurs, dans la langue moderne, dire John Wang, mourir dans le John, c'est mourir au champ d'honneur, mourir sur le terrain. Mais les traductions qu'on va trouver du mot John sont très très variables. Ma camarade à ma gauche vient juste d'employer la traduction de figure collective sacrée, et vous voyez que suivant les auteurs, on aura array, ordre de bataille, formation des troupes, schéma des corps de troupes, position, disposition, mais aussi grid, mais aussi maze, labyrinthe, magical military formations, vous voyez. Donc les traductions du mot John suivant les contextes où il apparaît sont assez nombreux et variés. Alors, nous allons aujourd'hui nous en tenir à un contexte précis, c'est-à-dire le contexte de grands récits. Alors, ce sont des grands récits qui apparaissent dans les longs romans, disons, je vous parlerai brièvement de 3 romans aujourd'hui, qui ont été publiés, disons, entre la fin du XVe siècle et la fin du XVIe siècle, disons, qui sont arrivés à maturation et à forme imprimée à cette époque-là. Quand je dis roman, je dois vous dire que ce mot est contestable et contesté. Certains préfèrent parler d'épopée. Un collègue récemment parlait à propos de ces récits, enfin d'un en particulier, de textes paraliturgiques, en raison des rapports étroits qu'ils peuvent entretenir avec des rituels dans le monde réel. Mais là, nous sommes dans l'espace du récit. Nous allons donc examiner rapidement 3 John, tels qu'ils apparaissent dans ces romans. Le premier, qui est assez, disons que je dirais, classique et orthodoxe. Le John des 8 trigrammes, Bagua John, ou Bagua Trou, la figure des 8 trigrammes, qui apparaît dans celui de ces romans qui est le plus aussi, disons, mainstream, confucéen, whatever, tout ce que vous voulez. Les seconds portant une autre connotation plutôt. Le second est un John qui apparaît dans le roman L'investiture des dieux, et il est appelé le John des 9 méandres du fleuve jaune. Et finalement, le 3e John s'appelle le John des portes du ciel, et il apparaît dans ce que Citicia appelait les romans militaires, qui sont des récits de guerre en très très grande partie magiques. Et les deux, alors que le premier John est en fait manipulé par des guerriers hommes, vous allez voir que les deux suivants laissent beaucoup plus de place à des guerrières et à des personnages féminins ou à des thèmes féminins. Ce dont on a déjà parlé dans les 2 interventions précédentes. Alors, nous allons commencer par le premier John, qui apparaît dans le roman des 3 royaumes. Alors le roman des 3 royaumes, c'est le récit de la grande guerre civile qui mit fin à la glorieuse dynastie des Han, et qui est vu dans la tradition chinoise comme un événement extrêmement traumatique, douloureux et magnifique à la fois, pour le résumer en 3 mots. Le John en question apparaît au chapitre 84 et au chapitre 100, et il est utilisé par Kongming, Zhuge Liang, le stratège du camp des bons, du camp légitime de Shu. Sa première apparition, donc, est au chapitre 100. Vous voyez ici, je ne sais pas si vous la voyez bien, c'est un paysage. Nous n'avons pas l'air de nous trouver dans un combat. Pourtant, il s'agit bien de contrer une puissance militaire. Puisque, voilà qu'un officier de Wei,
qui se trouve donc dans cette région, va découvrir donc près d'une rivière, vous voyez, 80 ou 90 tas de pierres qui forment des assemblages de cailloux dessinant comme des portes et des croisées. Et il apprend que c'est Zhuge Liang, Kongming, qui les a disposés il y a pas mal de temps ici, et que depuis en émane un espèce de souffle mortel. Alors le général n'est pas impressionné, il dit bon bah ce n'est qu'une illusion, il n'y a rien à craindre, et puis il entre à l'intérieur donc de ces alignements de pierres. Mal lui en prend, puisque lorsqu'il voulut en sortir, un vent furieux se leva, soulevant le sable et obscurcissant ciel et terre, on ne distinguait plus que d'étranges silhouettes hérissées de pointes acérées comme des pieux ou des épées, des dunes et des accumulations de terre se dressaient aussi hautes et escarpées que des montagnes, le mugissement des vagues s'enflait en un roulement de tambour et en un cliquetis d'armes. Alors, rassurez-vous, le malheureux va s'en sortir, il est complètement perdu, mais voilà qu'apparaît un vieillard qui va le guider, qui le mène hors de ce dispositif et qui lui explique qu'il est lui-même Huang Zhenyan, le propre beau-père du stratège Zhuge Liang, Kongming. Et il lui dit, lorsque mon gendre s'est rendu au Sichuan, il s'est arrêté ici pour disposer ses pierres suivant le schéma des 8 corps de troupes. Il a réparti les 8 portiques d'après la structure du temps caché, la mise à l'écart, la vie, la blessure, l'obstacle, la lumière, la mort, la frayeur, l'ouverture, dont la disposition se modifie sans cesse à chaque heure du jour, ce qui rend cet alignement plus redoutable qu'une division d'élite de 100 000 hommes. Avant de quitter le ventre du poisson, c'est le nom du lieu, mon beau-fils m'a fait la recommandation de ne surtout pas chercher à venir au secours du général du Wei qui ne manquerait pas de s'égarer entre les entassements de pierres. Mais donc le beau-père a désobéi à son gendre et a sauvé donc le général. Quelques chapitres plus loin, voilà que réapparaît le Zhen qui est donc identifié. Vous voyez, le Zhen, c'est le Zhen des. Il est identifié, par le titre du chapitre. C'est la disposition des 8 trigrammes. Et voilà que cette fois-ci, le même stratège, Zhuge Liang, il va disposer un Zhen qu'il a tout à fait arrangé de la même manière. On retrouve la même énumération sur les divers éléments. Mais là, il met au défi un officier du camp adverse d'entrer dans le Zhen et de le défaire. Et là, vous voyez, on retrouve à peu près la même description, la formation des 8 portes, etc. Je ne reviens pas là-dessus, le temps va nous manquer. Et donc, le général imprudent et fanfaron a très bien compris, il dit oui, c'est le Baghuajan. Oh, c'est un classique, tout le monde connaît ça. Et il y entre, et une fois entré, il se produit à peu près la même chose. Vous voyez, les rangs adverses formaient comme une muraille ininterrompue qui les emprisonnait. La formation était une succession de bataillons hérissés d'une forêt de portiques et d'ouvertures, rendant inutile toute tentative pour s'orienter. Ils se heurtaient toujours à cette masse indistincte et confuse qui leur donnait l'impression d'évoluer dans un brouillard. Alors, les malheureux qui sont entrés dans le Zhen on les fait tomber à bas de leurs chevaux, on les capture, on ne les tue pas, on les humilie. Vous voyez, on les dépouilla de leurs vêtements, on leur barbouilla leur face debout et leur laissa regagner leur ligne à pied. Voilà. Et attendez, donc voilà, deuxième Zhen. Premier Zhen, je suis toujours au premier, pardon. Le second Zhen apparaît alors dans un texte extrêmement intéressant et très difficile à caractériser, qui est le roman de l'investiture des dieux. En 2 mots, parce que je ne saurais être plus disert là-dessus, il s'agit du récit d'une guerre fondatrice entre la dynastie corrompue des Shang et la dynastie montante des Zhou qui, comme vous le savez peut-être, est une des dynasties fondatrices de la civilisation chinoise. Mon collègue Marc Mullenbeld a qualifié ce récit de l'histoire sacrée du roi Zhou, du roi Wu des Zhou, de la dynastie montante. Ce roman raconte en fait la bataille entre les 2 camps comme une guerre magique dont les protagonistes vont périr, mais ayant péri, ils seront rattrapés par le stratège du camp des bons, Tian Ziya, qui les mène sur la terrasse de l'investiture des dieux et qui leur confère post-mortem les principales fonctions divines du ciel chinois. Voilà, en 2 mots. À un moment du récit, on est vers le milieu, vous voyez, chapitre 49-50, ces romans font en général une
plus d'une centaine de chapitres. Voilà que le camp des mauvais, hein, et comme vous savez, tout le monde deviendra Dieu à la fin, le camp des mauvais, le camp des Shang, ont vu périr Zhao Gongming, un de leurs champions. Zhao Gongming est promis à une brillante carrière divine. Il sera notamment le dieu de la richesse plus tard. Et voilà que les filles de Zhao Gongming, voulant venger leur père, mettent en place un Zhen. Et ce Zhen s'appelle le Zhen des 9 méandres du fleuve jaune. Et alors ce Zhen n'est pas décrit avec beaucoup de détails, mais c'est un piège extrêmement puissant, puisque les principaux héros du camp du bien vont se trouver capturés par les 3 guerrières et envoyés dans le Zhen. Et entrés dans le Zhen, ils tombent dans une espèce de léthargie, ils perdent tout leur pouvoir surnaturel, et ils sont donc dans une espèce de fixation, d'inertie. Ils sont donc en quelque sorte gelés. Et il faudra que Tian Ziya et Zhang Dengfo, hein, les deux principaux chefs du camp du bien, aillent au ciel quérir une très haute divinité taoïste pour que celui-ci intervienne et finalement brise l'étreinte du Zhen par des coups de tonnerre qui vont permettre de réveiller les héros, qui en ressortent néanmoins dépourvus de beaucoup de leur énergie vitale et surnaturelle. Donc ils ont été... Mais il ne faut pas que je passe trop de temps à vous raconter ces histoires. La tentation est difficile à éviter. Le troisième Zhen dont je vais vous parler intervient alors dans une suite de récits qui racontent des guerres intervenues lors de la dynastie des Song, mais de manière essentiellement fantastique, disons dès que l'action se développe un peu. La guerre que l'on nous raconte est celle qui oppose les Song, la dynastie chinoise, et les Liao, la dynastie barbare qui règne alors au nord. Tout ça, ce sont des événements, des faits historiques. Je n'entrerai pas dans les détails, mais ce récit intervient principalement dans le roman dit Les généraux de la famille Yang, qui est basé autour d'un général chinois à qui la fiction en fait a prêté toute une flopée d'héritiers et d'héritières qui vont bientôt mener le combat après sa disparition. Dans cette guerre va intervenir un très éminent personnage qui est l'immortel Lu Dongbin. Alors là encore, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais vous savez que Lu Dongbin est la principale figure du groupe des 8 immortels. C'est une divinité extrêmement importante dans la Chine impériale tardive. Il est l'auteur de nombreuses des récits révélés, de prédictions, de prophéties. C'est un personnage éminemment positif, mais également malicieux. Et dans ce récit, de manière assez intéressante, je vous dirai peut-être pourquoi si on a le temps tout à l'heure, il décide de se battre aux côtés des barbares contre les Chinois, le traître. Et il va donc se mettre au service des barbares, prendre l'aspect d'un stratège justement, et mettre en place le Zhen des 72 portes du ciel. Et ce piège est un piège extrêmement redoutable. Et donc il fait établir 72 estrades de généraux et 5 hôtels. Outran, vous voyez qu'on retrouve des termes, les hôtels, des choses qu'on a vu passer dans les interventions précédentes. Et donc ces 72 estrades de généraux et ces hôtels vont être décrits, alors suivant les récits, je n'ai pas le temps, bien entendu, d'entrer dans les détails, de manière extrêmement imagée. Et les noms sont intéressants à suivre. Regardez, on entre d'abord sur la route de la vallée 9 dragons, on se trouve d'abord le Zhen des portes de fer et des cadenas d'or. On trouve avant le Zhen de l'oiseau rouge et le Zhen du guerrier obscur. Ce sont des Zhen correspondant aux points cardinaux. Nous sommes bel et bien dans des cartes, dans des représentations de l'espace, on y reviendra. Voyez le côté très fleuri dans le roman de la famille Yang, près de la salle communiquant la clarté, occupée par l'empereur de Jade, Dame Dong tiendra le rôle de Lishan Laomu, installant autour 10 000 soldats vêtus des 5 couleurs et incarnant les seigneurs célestes des 5 boisseaux. 28 hommes aux cheveux dénoués se tiendront debout, autour et en avant et en arrière de l'estrade centrale, incarnant les 28 constellations. Routinho incarnera Suen Tien Tati, tandis que Routincio, à la porte nord, à la tête de 10 000 hommes tenant des bannières noires, dessineront les figures de la tortue et du serpent pour garder les portes célestes nord. Mais le Zhen devient
si possible, encore plus baroque, puisque voilà qu'il est demandé à une générale, le féminine de Liao, de se tenir à droite des bannières avec 10 000 soldats armés d'épées, appelés l'astre du grand Yin. Si l'ennemi approche, elle devra s'avancer nue, un crâne à la main, et pleurer à grands sanglots, incarnant la mauvaise étoile Huebo. Xiao Talai devra quant à lui se tenir à gauche des bannières avec des soldats vêtus de rouge, appelés l'astre du grand Yang. Et on terminera par une figure donc la fille de l'impératrice Rao, l'impératrice donc d'Eliao. Elle devra se mettre à la tête de 5000 soldats vêtus de kassaya de 5 couleurs, appelés le Mirun Jun, le Jun de confusion, de perdition. Hein. Au milieu se mettront 500 bonzes barbares qu'on appellera les fantômes d'égarement, Mirun Guei. Et puis il ordonne qu'on aille capturer 7 femmes du peuple enceintes qui seront enterrées à l'envers sous l'étendard. Quand l'ennemi approchera, on agitera l'étendard pour capter l'esprit et l'énergie de l'ennemi. Vous voyez que cette disposition fantastique et baroque, nous sommes dans le domaine de magie noire et de magie noire féminine, elles ne pourront être contrées que par des magies noires également féminines, car, chance pour les Song, ils vont réussir à recruter des femmes guerrières. Certaines viendront du camp des Liao. Une autre très célèbre qui s'appelle Mo Guiying est une fille d'un brigand qui finalement, ayant vaincu un général chinois, sera sensible à son charme et passera dans le camp chinois pour les beaux yeux du beau guerrier chinois. Et ce sont ces figures féminines qui permettront finalement de déjouer le Jun. Et notamment, Mo Guiying a l'idée d'emmener sa belle-mère enceinte sur le champ de bataille et de la faire accoucher sur le champ de bataille, ce qui permettra de contrer justement la magie noire des femmes enceintes enterrées la tête en bas dans le Jun. Alors, vous voyez, nous sommes toujours dans la guerre, nous sommes clairement dans une guerre très très magique. Alors je vais... Comme il me reste à peu près combien, Edouard ? 5 minutes. 5 minutes, oui. Alors je vais passer sur... vous allez voir défiler ici la suite de la description. Je la livrerai plus tard. Mais disons que cette bataille étrange donc, va tourner finalement à l'avantage des Chinois, mais qui seront en très très grand danger pendant longtemps. Alors oui, là ici, vous voyez d'autres... j'ai cité... voilà. Maintenant, sortons un peu du monde romanesque. J'ai cité donc celui qui apparaît dans l'Investiture des dieux, le Jun des 9 méandres du fleuve jaune. En fait, ce mot est extrêmement connu. Il apparaît dans le roman de l'Investiture des dieux, mais il apparaît bien ailleurs, et notamment dans des dispositions permettant des processions lors des fêtes, et notamment lors des fêtes du Nouvel An. Et ici, donc, je cite des remarques de l'anthropologue David Johnson, qui a observé en Chine du Nord, mais on en trouve aussi en Chine du Sud, le Jun des 9 méandres du fleuve jaune, qui a exactement le même nom, et qui en fait est constitué d'un labyrinthe formé par 360 lampes. Et des troupes, justement, des troupes qui ont incarné des histoires, vont devoir parcourir cet espace, et cela apportera des bénédictions et la force pour le Nouvel An. Il est d'ailleurs intéressant il est très auspicieux de toucher le centre du Jun, et si l'on s'empare d'une des lampes d'ailleurs, est-il dit dans certaines régions, on est sûr d'obtenir une descendance masculine, voyez. Donc là nous avons une magie noire devenue blanche et devenue beaucoup plus yang, mais exactement le même nom que dans notre roman de l'Investiture des dieux. Alors oui, je passe, parce que je voudrais qu'on ait le temps de discuter un petit peu. Oui, c'est ce que je viens de vous raconter. Voilà une très très mauvaise photo, mais c'est le Jun des 9 méandres du fleuve jaune. Vous voyez le labyrinthe de lampes. C'est une photo prise à Hong Kong il y a quelques années. Je l'ai piquée dans un article, donc ce n'est pas du tout de moi, mais vous voyez, on voit que c'est du nord au sud de la Chine, c'est un peu cette même configuration. Bon, alors, maintenant qu'il reste 3 minutes, je pense. Essayons d'aller vers quelques pistes d'explication. Alors, ce sont des pièges, ce sont des espèces de labyrinthes dans lesquels il s'agit d'attirer l'armée ennemie. Alors, vous remarquez que Zhuge Liang, personnage positif, personnage en quelque sorte yang, Han, au cœur de la tradition chinoise, ne va pas tuer ses ennemis. C'est assez fréquent dans le roman Les Trois Royaumes. Il essaye de les capturer et d'obtenir leur reddition.
Le John des 9 méandres du fleuve jaune tel qu'il apparaît dans l'investiture des dieux est bien entendu beaucoup plus mortifère, mais nous est-il dit s'il tuerait un être humain lorsqu'un immortel, et tous les guerriers qui y sont entrés sont des immortels, il se contentera de les dépouiller de leur pouvoir. Donc c'est un effet d'épuisement, de déperdition des énergies vitales, mais dans beaucoup de John beaucoup plus radicaux, et c'est notamment le cas de ce qu'est capable de faire le John des 72 portes du ciel. Le John va non seulement égarer, perdre, mais aussi totalement anéantir les ennemis, les faire disparaître, voire les liquéfier, les transformer en suie échouée, de l'eau mêlée de sang. Donc c'est un dispositif littéralement d'anéantissement par liquéfaction. Alors, que penser de ces rencontres de figures et de vocabulaire? Je vais essayer de faire alors, évidemment, se pose quelques questions. Le moment de l'emploi des jeunes dans les récits. Dans les récits, mais ça c'est à confirmer, j'ai un peu l'impression que ça fonctionne comme une espèce de bombe atomique en quelque sorte. C'est une arme de dissuasion massive, employée souvent à des moments clés et souvent par le camp des ennemis dans des moments assez désespérés. Pas mal de ces jeunes sont très fortement liés à des forces féminines, à des forces donc yin, marquées par la magie noire. Et le rôle des guerrières, sauf dans le premier exemple qui est un peu différent, le rôle des guerrières dans ces jeunes est manifeste, il est essentiel. Alors, quelles sont les inspirations? Alors là, je pense que on a ici un intéressant mélange. Nous avons effectivement ces configurations sont des espèces ce sont des labyrinthes, ce sont un peu des camps militaires. Il s'inspire de ces cartes du ciel et de ces boussoles des géomanciens qui sont des modèles dynamiques de l'espace. Et il est possible, vous savez, il y a une configuration qui consiste en manipulant ces boussoles, à trouver un coin de l'espace-temps qui vous permet de vous rendre invisible et de disparaître. C'est ce qu'on appelle le Duntia. Il y a des allusions à ça dans le John des 8 trigrammes du fleuve jaune. Donc il y a un vieux modèle qui sont ces diagrammes, les 8 trigrammes représentent ça, c'est des représentations schématiques de l'espace, mais avec des possibilités dynamiques. Alors, évidemment, une grande inspiration, ça va être l'hôtel exorciste, et notamment les hôtels martiaux dont vient de nous parler David, ces hôtels qui sont effectivement souvent qui sont parfois des figures de camps militaires avec des drapeaux, des portes, et où parfois le prêtre, le fâcheux, effectue un parcours, et on retrouve cette idée du parcours, mais dont il sortira en général victorieux. Je pense qu'une autre inspiration possible est aussi le mandala du bouddhisme ésotérique. Vous avez remarqué que on a vu des bonzes barbares, on a vu des personnages nus, et bien que le bouddhisme ésotérique ne soit pas devenu une école constituée en Chine, il a très fortement, notamment par son iconographie brutale et choquante, divinité guerrière, dieux en coït avec leur parèdre, il a beaucoup frappé les esprits, et beaucoup de divinités du bouddhisme ésotérique ont été adaptées par les religions chinoises, tant le bouddhisme chinois que le taoïsme. Et il me semble que la configuration du mandala, où une divinité centrale est entourée d'émanations plus ou moins bienveillantes ou terribles de sa personne, me semble être possiblement également une source d'inspiration de ces John de romans. Enfin, pas tout à fait enfin, il me semble que le four alchimique est probablement également une source d'inspiration. Pensez que les malheureux qui s'aventurent dans le John peuvent y être dissous. Et si vous vous rappelez de vos lectures de la pérégrination vers l'ouest, vous vous rappelez que les dieux, lorsqu'ils veulent mater le roi des singes Sun Wukong, l'enferment dans le four alchimique de Lao Tzu pour le dissoudre. Mais justement, en se cachant dans un des coins du four alchimique de Lao Tzu, dans une partie représentant une des configurations de l'espace, il va non seulement échapper à la dissolution, mais sortir encore plus renforcé. Et enfin, dernièrement, il me semble que vous avez remarqué que c'est quand on entre dans un John, on entre dans une tempête de sable. Le sable vole, les brouillards sont épais, et nous avons là la description d'un déchaînement des forces de la nature.
dont il me semble aussi qu'on doit la rapporter à ce que les exorcistes taoïstes, à partir des Song, étaient capables de faire, notamment par la fameuse maîtrise de la magie des 5 tonnerres. Et on se rappellera que le parfait taoïste qui met fin finalement, qui brise le jeûne des 9 méandres du fleuve jaune dans le roman de la Vestiture des dieux, utilise précisément le tonnerre. Donc, voilà. Que conclure de tout cela? Je pense que nous avons dans ces descriptions très imagées de ces labyrinthes martiaux potentiellement mortels, nous avons la traduction, la mise en récit de plusieurs types de sources. Effectivement, des rituels, des représentations sorties de l'iconographie religieuse, évidemment aussi les processions et les autels martiaux de la religion quotidienne. Alors, notre camarade Marc Mullenbeld, je terminerai à livrer une analyse extrêmement serrée de l'investiture des dieux, et j'aurai bientôt fini, en disant on doit arrêter de parler de ces récits comme de romans. Ce sont des commentaires des récits plaqués sur les rituels. Alors, de manière assez intéressante, Marc ne s'intéresse pas du tout au John dans l'investiture des dieux, mais il considère l'ensemble du roman qui montre effectivement l'enrôlement de puissances potentiellement démoniaques au service du bien comme une mise en récit de la canonisation des puissances mauvaises par le prêtre taoïste. Je pense que Marc a, pour l'essentiel, tout à fait raison. Mais que penser du côté baroque? Évidemment, la dimension ludique, la dimension aussi descriptive, la dimension proprement romanesque de ces récits n'en disparaît pas moins. Mais si l'on réfléchit à ce que nous avons entendu de la bouche de Fiorella ou de Palmer il y a quelques instants, vous voyez que nous sommes tout de même à peu près dans un même monde. Mais cette fois-ci, dans la traduction, la mise en récit, la mythologie populaire, l'épopée vernaculaire, appelons-la comme on voudra. Mais voilà cette figure qui me semble très riche, que je commence juste à explorer. Je suis à peine entré, j'ai à peine passé les portes du John et déjà le brouillard m'entoure et je suis assez perdu. J'espère que nous n'allons pas tous nous y dissoudre et j'en ai terminé pour aujourd'hui. Merci.